Il est 12h30 précise, l'heure d'entamer ce webinaire, 1 heure avec Guillaume Marcenac d'Enercop LR sur la thématique du co-développement de projets d'ENR avec des acteurs privés. La question est comment garder la main quand on est une collectivité. Mais préalablement, deux choses. D'abord, meilleurs vœux à tous les participants et tous ceux qui nous retrouveront après sur la vidéo qui sera enregistrée et mise en ligne à l'issue du webinaire. Et je laisse tout de suite la parole à Emmanuel Poncet du CNFPT qui a quelques infos à vous transmettre. Oui, merci Julien. Bonjour à tous et tous mes voeux bien sûr pour l'année 2018. Alors effectivement, rapidement vous donner quelques éléments d'information sur l'offre de services du CNFPT et notamment dans le domaine énergie-climat puisque le webinaire bien sûr concerne ce domaine-là. Donc, dans le cadre du compte-rendu du webinaire que Julien mettra à notre disposition, vous pourrez trouver bien sûr les éléments essentiels de l'offre nationale énergie-climat du CNFPT, à savoir 2 itinéraires de formation, l'un vous permettant d'accéder bien sûr aux formations sur la question de la gestion énergétique du patrimoine et l'autre sur les différentes compétences à acquérir pour mener des projets donc, de transition énergétique sur le territoire. Deuxième point, vous le savez, les assises européennes de la transition énergétique arrivent à grande vitesse. Le CNFPT en est partenaire réseau et à ce titre, eh bien, si vous participez à cet événement, nous aurons le plaisir de vous accueillir donc, sur notre stand, aussi bien pour qu'on puisse discuter formation, vous donner des éléments d'information, mais aussi vous accompagner éventuellement sur des démarches que vous auriez envie ou besoin de faire sur l'e-communauté. Sachez que donc nous serons présents avec les éléments nécessaires pour vous accompagner sur ces questions-là. Sur les assises européennes, donc comme je le disais, le CNFPT partenaire réseau, et donc à ce titre, nous engageons des travaux de production de ressources documentaires, formatives, destinées aux formations, mais destinées aussi à alimenter l'e-communauté. Et donc, en 2017, nous avons réalisé, rédigé, produit une 50aine de fiches descriptives de projets territoriaux. Ces fiches ont été donc, je dirais, stockées, elles sont accessibles sur l'e-communauté transition énergétique. Et donc, j'invite aussi Julien, s'il le veut bien, à indiquer un lien vers l'ensemble de ces fiches dans le compte-rendu de ce webinaire. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que je vais laisser la parole aux intervenants qui vont vous conduire sur une meilleure connaissance des dispositifs de co-développement que les acteurs du territoire peuvent mettre en place pour mener des projets de transition énergétique multi-acteurs auprès des développeurs, donc en la personne de Guillaume Marcenac. Mais je laisse la parole, je rends la parole à Julien et vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup Emmanuel. Donc oui, juste quelques mots à propos de Guillaume que j'ai grand plaisir à retrouver. On s'était croisés pour une journée de formation à Paris sur ce même thème d'ailleurs. Et donc Guillaume est vraiment la personne adéquate pour parler de ce thème. Guillaume est ingénieur. Il est actuellement directeur ou responsable du pôle production chez Enercop Languedoc-Roussillon. Et puis Guillaume, il a eu une autre vie aussi. Il était avant développeur à la Compagnie du Vent, si mes souvenirs sont bons. C'est bien ça, Guillaume? Tout à fait. Voilà, donc en fait, De Guillaume, le dire. voilà. Aujourd'hui, non, mais il faut pas, justement. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu es plus du côté des projets, et en particulier des projets citoyens ou des projets co-réalisés avec des citoyens et des collectivités. Mais tu as été développeur, ce qui fait de toi, en fait, que tu as connu finalement les deux parties, les deux côtés de la table de négociation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es tout à fait qualifié pour parler de ce sujet-là. Et donc, je te laisse à ton sujet. C'est à toi, Guillaume, je m'efface. Merci, Julien, de cette belle introduction. Bonjour à toutes et à tous. Pour compléter sur le contexte, effectivement, moi, pendant 6 ans, j'ai travaillé en développement de projets éoliens à la Compagnie du Vent.
Et depuis maintenant un peu plus de 6 ans, je travaille chez Enercop Languedoc-Roussillon, du coup, sur l'approvisionnement pour le fournisseur d'électricité coopératif Enercop. Et l'approvisionnement, ça passe par contractualiser avec des producteurs existants et accompagner, faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des nouveaux projets de production qui peuvent se monter. Avec la caractéristique que ce sont des projets de territoire, donc impulsés et portés par des collectivités, des collectifs d'habitants, des entreprises, ou justement un mélange un peu de toutes de ces différents acteurs, une coordination de ces acteurs-là. Cette formation sur le co-développement de projets, on a eu l'idée de la monter avec Énergie Partagée, suite à un projet en particulier sur lequel on a beaucoup travaillé. On a mis un peu en place ce concept de co-développement avec une procédure associée. C'est un projet de centrale photovoltaïque au sol de 12 mégawatts sur des terrains pollués à Narbonne. Et on était assistant à maîtrise d'ouvrage pour aider finalement une association locale qui s'est constituée avec des collectivités, des entreprises, etc., pour les aider à choisir un partenaire développeur pour réaliser le projet photovoltaïque, donc les études et par la suite la construction et l'exploitation. Donc ça a permis moi de compléter justement la connaissance ou les enjeux de ces partenariats développeurs-territoire du point de vue du territoire qu'on accompagnait, sachant que à la Compagnie du Vent, moi j'avais travaillé sur une société d'économie mixte avec la communauté de communes du Pays de Romans à l'époque. Donc là j'étais dans le partenariat côté développeur, et donc les enjeux de négociation notamment et comment bien défendre ses intérêts d'un côté comme de l'autre, je les ai un peu pratiqués. Donc voilà, aujourd'hui ce mode de développement, en tout cas le co-développement, se développe beaucoup parce que en fait ça permet de ne pas remplacer les développeurs existants mais de bonifier les projets en les rendant beaucoup plus territoriaux. Et donc sur cette formation sur le co-développement, normalement c'est une formation d'une journée qui était donnée du coup dans le cadre d'énergie partagée, que j'ai donné dans le cadre de modules du CNFPT, donc physique, cette fois-ci en octobre je crois. Donc vous pouvez rester attentif si vous voulez en savoir plus et qu'on rentre dans le détail de tous ces sujets-là. Cette formation sera reconduite probablement en 2018, en tout cas vous pouvez en faire la demande. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet avec le plan. Donc j'ai gardé le même plan que sur la formation qui dure 8 fois plus de temps, avec une partie sur les intérêts et les limites du co-développement, du coup, qui sont étroitement liés aux enjeux du développement de projets d'énergie renouvelable. Et donc, ce qui va peut-être vous intéresser le plus, sur comment développer un projet d'ENR, donc une méthode et des outils, sachant que on n'a pas là-dessus on n'estime pas avoir la vérité unique. Il y a plein de manières de faire, suivant notamment est-ce que le projet est déjà avancé, est-ce que le projet est déjà construit même, etc. Là, on partira d'une méthode qui est maximaliste, c'est-à-dire vous n'avez pas de développeurs sur le territoire et c'est vous qui allez les choisir. C'est parti. Donc le temps est assez réduit. Peut-être ça va vous paraître un peu dense, mais ça me paraît important de balayer ces presque 25 diapos pour que vous ayez l'intégralité de la démarche en tête. Voilà, ceci étant, c'est des sujets dont on peut reparler, soit dans le cadre d'une autre formation, soit en off après la formation, si vous avez des questions en particulier auxquelles vous n'auriez pas trouvé de réponse. Donc, intérêt et les limites du co-développement. Donc, vie d'un projet d'énergie renouvelable, je vous apprends rien, ou si je vous l'apprends, c'est que vous avez raté quelques modules de formation avant, parce que là, l'idée, c'est de pas rentrer dans le détail, mais donc il y a l'émergence, le développement, la construction, l'exploitation en général. Là, sur ce schéma, vous voyez un peu les différents enjeux qui sont abordés au fil de l'avancée du projet, que ce soit des enjeux plutôt techniques, plutôt économiques, financiers, juridiques, ou de mobilisation citoyenne. Donc un certain nombre de compétences qui ne sont pas initialement, on va dire, maîtrisées par les territoires, parce que voilà, il y a des métiers de développement, de projets qui sont centrés sur ces compétences-là. Voilà, une cloche très simpliste. Quand on parle de développement de projets d'énergie renouvelable, on dit que c'est une phase à risque, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut obtenir des autorisations pour construire un parc éolien, une centrale photovoltaïque, même une toiture photovoltaïque, et que si les autorisations vous sont refusées,
permis de construire, autorisation ICPE ou autre. Vous aurez passé du temps, dépensé de l'argent pour réaliser toutes les études, et cet argent-là, ce temps-là sera perdu. Donc une fois qu'on a les autorisations, c'est ce qu'on voit, je pense qu'on voit ma souris là sur cette ligne-là, le risque diminue grandement. Voilà, on rentre un petit peu plus dans le détail après justement sur la nature des risques. Sur le risque, donc je rentre pas plus dans le détail sur ce support-là, mais voilà, sur un projet éolien, on va dire qu'on parle de 200 à 300 000 euros de frais de développement qui sont perdus si jamais le projet n'est pas autorisé, même si vous pouvez insister, redéposer, etc. Au final, si le projet n'aboutit jamais, c'est de l'argent qui sera perdu. Sur un projet de centrale au sol, on est sur du 200 000 euros, 150-200 000 euros d'études. Et donc sur des plus petits projets, qui vont être des parcs moyens éoliens ou des petites centrales au sol ou des toitures photovoltaïques, le montant d'études à dépenser et de temps à dépenser pour réaliser le projet est plus faible, donc le risque est plus faible. Enfin, le risque est là, mais les montants que vous allez perdre sont beaucoup plus faibles. Donc là, on se recentre vraiment sur les grands projets, grands éoliens ou centrales photovoltaïques au sol de plusieurs mégawatts. Donc comment financer les études sans en faire porter tout le risque par le territoire? Ce que je vous dis, c'est que ça dépend du montant du risque. Ça va dépendre du contexte local. En Occitanie, on a de la chance d'avoir un très fort soutien des collectivités, notamment la région Occitanie et l'ADEME Occitanie, avec beaucoup de subventions sur les études. Alors, les subventions, c'est jamais sur des études réglementaires, donc les subventions ne vous paieront pas les études d'impact, mais peuvent vous financer un accompagnement de projet, par exemple, une aide à la décision, ce genre de choses. Donc les pistes de financement, ça peut être en direct, on prend le risque, on débourse ces 200 000 euros, par exemple pour un projet éolien, en ayant l'espoir que le projet aboutisse. Et si ça marche, c'est jackpot parce que ces 200 000 euros débouchent réellement sur un projet. Il peut y avoir des subventions, ponctuellement. Il y a l'outil énergie partagée études que je ne présenterai pas en détail, mais qui est un outil qu'on a créé. Donc le mouvement énergie partagée, Enercop, a décidé de créer cet outil pour combler le manque qu'il pouvait y avoir entre un outil d'émergence et de sensibilisation au projet citoyen qui est Énergie Partagée Association et un fonds d'investissement citoyen qui est Énergie Partagée Investissement. Entre les deux, les projets disparaissaient parce qu'ils n'avaient pas de quoi financer les études. Donc c'est un outil de financement à risque. Énergie Partagée Études vous prête de l'argent. Si le projet n'aboutit pas, vous ne le rendez pas. Si le projet aboutit, vous le rendez avec une marge de risque. Et donc le co-développement, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que vous avez un partenaire qui va vous financer les études. Mais le principe, c'est que vous ne portiez pas ce risque-là et que finalement, ce coût d'étude, ce développement porté par le partenaire ne soit valorisé et que vous n'ayez qu'à le partager que si le projet aboutit. Le co-développement, le principe du co-développement, donc c'est s'appuyer sur un partenaire qui est spécialisé, qui est un développeur d'énergie renouvelable. C'est son métier de prendre des risques. Donc il y a les compétences techniques qui permettent de mieux maîtriser les risques. Et puis il y a la mutualisation des coûts de développement. C'est-à-dire que on dit souvent qu'un projet éolien, il y en a un sur 10 qui sort. Si vous étudiez 10 projets à la fois, vous avez beaucoup plus de chances d'en voir un aboutir. Donc l'idée, c'est de travailler sur un certain nombre de projets. Et donc ça, c'est ce que font les développeurs, ce qu'on ne fera pas forcément, nous, sur un territoire où ce ne sera pas évident d'identifier 5 centrales photovoltaïques au sol, 5 parcs éoliens, etc. Des noms, pour que ça vous parle, des noms de développeurs. Donc il y a les deux grands mastodontes que sont aujourd'hui NJ Green qui a racheté plein de développeurs, dont la Compagnie du Vent, qui maintenant est devenue NJ Green, EDF Énergie Nouvelle, et puis un nouvellement racheté, c'est Quadrant, qui était racheté par Direct Energy. Donc vous voyez que les fournisseurs se positionnent beaucoup sur le développement de projets d'énergie renouvelable, les fournisseurs d'électricité. Puis on a des indépendants comme Valorem, Volvé Solar, Valeco. Là, c'est un tableau assez simpliste, mais qui résume effectivement en fonction du porteur de projet. Donc si c'est un porteur uniquement privé, donc un développeur, ou si on a finalement à l'autre extrémité un panel d'acteurs rassemblés dans une société qui seront le développeur, les citoyens, les collectivités, la nature des retombées va être différente. Bon, alors il y a des couleurs pour simplifier la lisibilité, mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur un projet classique, donc moi quand j'étais à la Compagnie du Vent, les habitants, s'ils ont les terrains, ils peuvent toucher des loyers. Les collectivités locales, elles vont toucher des taxes liées à l'implantation de centrales photovoltaïques ou de parcs éoliens.
Les entreprises locales, si elles sortent leur épingle du jeu, elles pourront être mobilisées sur le chantier et l'exploitation, voire sur le développement. Et puis, qui sera finalement décisionnaire et qui investira et donc récoltera la plupart des bénéfices? C'est bien le développeur, quoi, l'acteur privé. Quand on parle de projets de territoire, l'idée c'est bien que ce gâteau, un peu des dividendes, donc de la rentabilité du projet, puisse être partagé avec le territoire, sans non plus ôter le pain de la bouche complètement aux développeurs, que tout le monde puisse y trouver son intérêt. Et puis il y a le sujet de la réappropriation des richesses et des énergies du territoire, finalement. De s'impliquer sur un projet, d'impliquer un territoire sur un projet d'énergie renouvelable, ça dégage des richesses qui sont autres que purement financières. Donc petit tableau assez simpliste, mais sur les ordres de grandeur on y est, sur des projets types, donc éolien, centrale au sol ou hydro, éolien, projet de 10 MW, 5 éoliennes de 2 MW, un montant d'investissement estimé à 1,5 million d'euros du mégawatt, donc 15 millions d'euros au total. Ça c'est pour les charges. Côté produit, si on part sur un nombre d'heures de 2400 heures, une production annuelle, alors je trouve d'ailleurs je m'étais planté sur le nombre, on serait plutôt sur 24 000 MWh, mais voilà, sur les ordres de grandeur. Nombre d'heures d'équivalent pleine puissance, considérons 2500 heures, production annuelle 25 000 MWh, avec un tarif d'obligation d'achat 83 euros du mégawattheure. Donc on a un chiffre d'affaires qui fait 2 millions d'euros par an, duquel on retire le loyer qui va être versé aux propriétaires, les charges d'exploitation, les taxes, l'amortissement du matériel en considérant qu'on part sur un amortissement sur 15 ans. Donc, deux choses qu'il faut retenir. On voit que habituellement sur un projet privé, 100% privé, on va dire classique, on parlait du loyer, des taxes qui sont touchées par le territoire, donc ça fait entre 100 et 150 000 euros. Et puis le résultat brut avant impôt, finalement, après avoir enlevé même le remboursement des éoliennes, il est de 755 000 euros. Alors si c'est pas 755 et que c'est 500, vous voyez, ça vous donne une petite idée de l'ordre de grandeur. Et donc quand je parle du gâteau sur lequel il y a peut-être quelque chose à aller chercher point de vue des territoires, c'est celui-là. Donc ça c'est une motivation purement financière sur vous intégrer dans un projet en co-développement. Et puis, vous entendez probablement des projets citoyens, des porteurs de projets qui disent qu'ils se font voler leur vent ou leur soleil, voire des opposants à des projets d'énergie renouvelable, qui se font voler leur vent de soleil par des entreprises extérieures au territoire. C'est de ça dont on parle, quoi. Voilà. Donc, il faut savoir que le territoire dispose d'un certain nombre d'atouts qui peut valoriser et qui peut rentrer dans la négociation avec un développeur pour mettre en place un partenariat. Donc c'est dans une deuxième partie qu'on rentrera dans les détails de comment mettre en place ce partenariat. Mais voilà, sur les atouts, il peut y avoir les terrains d'implantation. Si vous avez des terrains communaux, c'est fantastique. Vous pouvez contrôler complètement le choix de l'acteur qui viendrait travailler sur ces terrains-là. La maîtrise du droit d'urbanisme, effectivement, s'il y a un PLU à réviser, c'est bien la collectivité qui va maîtriser. Alors dans une demande de permis de construire ou d'autorisation ICPE, la collectivité peut ne pas être d'accord, la collectivité d'implantation peut ne pas être d'accord, et l'autorisation quand même octroyée aux porteurs de projet, mais c'est très rare, donc l'avis en tout cas est pris en compte même s'il n'est pas conforme. Vous pouvez proposer au projet, et notamment dans un partenariat avec un développeur, une connaissance des enjeux du territoire, une forme d'ingénierie territoriale, une ingénierie politique également avec la connaissance des réseaux de décision, puis une meilleure maîtrise de la communication sur le terrain. Tout ça peut se valoriser en fait dans un développement. C'est-à-dire que c'est pas juste dire on va choisir le développeur qui vient, il va faire sa part, on va faire notre part, et si le projet aboutit, on y apportera une valeur. Et ça sera plus du temps passé que des sommes à débourser, les sommes à débourser pour faire toutes les études d'impact, etc. L'idée étant que ça soit porté par le développeur. Donc j'ai des exemples de valorisation de contribution de temps passé du territoire en co-développement, 70 000 euros, 50 000 euros, etc. Voilà, les points de vigilance pour le territoire en cas de co-développement. C'est important que le développeur porte le risque. C'est-à-dire s'il y a 200 000 euros de frais d'études et que le projet n'aboutit pas, le territoire ne doit rien débourser. Il a pu y passer du temps, mais il n'aura rien déboursé sur ce montant d'études. La manière dont on prend en compte ce risque, parce qu'on peut très bien vous dire, vous allez
nous payer la moitié des études une fois que le permis de construire est autorisé. Par exemple, le développeur pourrait vous dire ça. On est sur un investissement partagé à 50-50. Le développeur, nous, on a payé les études. Donc maintenant que le projet est autorisé, vous nous payez la moitié des études. Sauf que s'il y a un recours, que le projet finalement ne voit jamais le jour ou qu'il voit jour que 10 ans plus tard, c'est pas un bon plan parce que la collectivité aurait dû immobiliser des sommes pour perdre ces sommes-là. Donc le timing est très important aussi. On va parler de prime de succès également, c'est-à-dire que aujourd'hui, des études pour un projet éolien, où je reviens sur le coût de type de 200 000 euros, c'est de 200 000 euros, mais un permis de construire, un parc autorisé prêt à construire, les autorisations se vendent 200 000 euros du mégawatt. Donc sur le parc de 10 mégawatts qu'on voyait avant, le développeur paye 200 000 euros d'études, c'est valorisé au moment de la construction à 2 millions d'euros. Parce qu'il y a du risque, on vous disait, il y a un projet sur 10 qui peut aboutir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la prime de succès ou le success fee. Et donc si on considère que le développeur a mis de l'argent et que c'est valorisé à la fin avec une prime de succès, si vous avez passé du temps en tant que territoire et que vous avez une valorisation de votre temps passé, de la même manière, on pourra y ajouter une prime de succès au moment où le projet sortira. Je ne rentre pas trop dans les détails de tous ces sujets-là parce que le temps est limité. Voilà, s'assurer dans les points de vigilance qu'on sera bien sur une gouvernance partagée avec un vrai projet citoyen et pas juste du financement participatif. Donc rester maître sur la gouvernance, ça veut dire qu'aujourd'hui on peut dissocier la gouvernance de l'investissement, c'est-à-dire le fonctionnement coopératif, une personne égale une voix et c'est pas une action égale une voix. On arrive à dissocier ce genre de choses. Et très important, donc maîtriser les frais annexes, on va dire, qui sont la construction, donc la maîtrise d'œuvre, les frais d'exploitation, maintenance, etc., où les développeurs peuvent avoir tendance à se rattraper en vous faisant un cadeau sur le développement, avec une valorisation du risque très faible, mais se rattraper avec des sommes beaucoup plus importantes que habituellement sur les missions suivantes. Moi, ça avait été un peu le cas quand j'étais à la Compagnie du Vent. Où on avait plus facilement, on va dire, offrir les études ou le risque des études en se rémunérant beaucoup mieux sur la construction, la maîtrise d'œuvre. Donc l'idée, c'est bien d'être attentif à tous ces points-là, parce que vous pouvez aujourd'hui négocier et tirer au plus bas les coûts proposés par le développeur sur tous ces niveaux-là. Cadrer la communication, c'est très important aussi. En fonction du partenaire que vous avez, il ne faut pas que ça soit qu'on profite pour finalement reverdir son image alors en salissant la vôtre, à la limite. Et puis, justement, quand le sujet est un peu pointu, ça peut être pertinent de se faire accompagner par une assistance à maîtrise d'ouvrage, donc ce qu'on propose nous. Donc, en tous les cas, une mise en concurrence des partenaires, c'est la meilleure des choses à faire parce que ils vont se monter l'exigence des conditions entre eux. Et vous avez qu'à regarder et les regarder finalement, faire monter les enchères et pour garder la meilleure à la fin, sachant qu'ils vont pas les faire en se regardant, mais vous dites faites-nous votre meilleure offre et on se rend compte qu'ils sont capables de faire beaucoup. Donc, comment développer un projet de production d'énergie renouvelable? J'ai mixé du coup méthode et outils. Je vais un peu vite parce que en théorie, je suis censé terminer à 13h. Peut-être qu'on dépassera un petit peu. Et puis voilà, surtout si les questions peuvent se poser au fil de l'eau, je pense que je peux me permettre de dépasser un peu 13h. Voilà. Donc là, j'ai défini moi ce qui me paraissait important en termes d'étapes. Donc c'est très important pour co-développer, c'est qu'il faut qu'il y ait un portage politique. Hein. C'est pas, il y a soit du clé en main, vous dites aux développeurs faites tout ce que vous voulez. À la fin, je toucherai les taxes, les propriétaires toucheront les loyers, ça me va très bien. Soit vous décidez d'aller plus loin, il faut aussi faire votre part. Donc définir un projet qui soit cohérent pour susciter un peu plus d'adhésion. Savoir ce qui s'est fait ailleurs. Donc là, il y a de plus en plus d'expérience maintenant sur des projets citoyens, des projets en co-développement. Des partenariats réussis, ratés, etc. Donc c'est l'avantage des mouvements comme énergie partagée qui peuvent permettre vraiment d'échanger, de partager sur les bonnes pratiques. Connaître les possibilités du territoire, c'est-à-dire si vous n'avez pas de vent, pas de soleil ou pas de site, faudra pas vous étonner si vous mettez en concurrence les développeurs, de n'en trouver aucun finalement qui jouera le jeu de venir, ou alors dans des conditions qui seront pas très avantageuses forcément pour vous. Et après, voilà, on rentre sur des étapes vraiment concrètes de fédérer les acteurs du territoire,
donc qui soit peut-être autre que collectivité. On défend beaucoup les projets qui intègrent des citoyens, des entreprises en plus des collectivités. Définir le cahier des charges, des attentes du territoire, on s'appuyer dessus pour lancer une consultation pour choisir les développeurs qui vous correspondront, les mettre en concurrence. D'ailleurs, à propos du choix des développeurs, déjà juste un point préalablement, hein, tu disais que tu as jusqu'à 13 heures, heureusement que tu as quand même un peu plus, c'est jusqu'à 13h30, donc il reste 35 minutes, donc ça détend un peu. Et puis là, j'ai une question de Nicolas Olek, justement, qui demande quels seraient les points de vigilance sur la nature du développeur, sa qualité, son sérieux. Eh bien, la nature du développeur, bah, je pense que ce qui est important, c'est ses références. Donc, l'avantage, c'est que si vous faites un cahier des charges, on va voir un petit peu après là-dessus une consultation, vous pouvez exiger un certain nombre de références donc, sur la nature des installations techniques qui seront demandées. Par exemple, quelqu'un qui va candidater, qui n'a jamais fait de centrale au sol photovoltaïque, bah, ça remettrait en cause son sérieux. Puis sur sa faculté à ouvrir le capital à d'autres acteurs de territoire, à savoir s'il l'a déjà fait. Donc, qu'il ne l'ait pas fait, c'est pas un problème en soi, parce que les gens peuvent dire, bah, j'ai envie justement d'expérimenter, d'y aller, voilà. Et la solidité des développeurs, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les développeurs qui n'ont alors déjà qui font que du développement, qui revendent les autorisations après au niveau de la phase construction, exploitation, c'est des gens qui ne peuvent pas s'engager sur la durée, c'est-à-dire qu'ils vont faire des propositions en phase de développement, mais qui ne seront pas tenus de les respecter par la suite, donc je déconseille fortement. Ce qu'on conseille, c'est d'avoir un partenaire qui est là du début à la fin et qui a déjà des installations d'exploitation. Comme ça, il va vous promettre des choses qu'il sait qu'il peut tenir parce qu'il a déjà réalisé des installations. Pour Nicolas Oleg, on va rentrer un peu par la suite sur ces différentes modalités. Pour le partage du capital, hein, je continue. Voilà, donc la liste des outils du coup qui peuvent être utiles pour respecter ces différentes étapes, c'est donc certains qui sont fournis suite à cette intervention, vers les modalités avec Julien et Emmanuel. Donc une association de préfiguration, un cahier des charges de consultation des développeurs, une grille d'analyse de ces candidatures, et après bah, tout ce qui est la contractualisation avec le développeur, quoi. Donc convention, statut, pacte d'associés, la société de projet, les contrats, tous les contrats annexes, quoi. Là c'est pour on peut mettre sur la table les sujets dont on va discuter dans les prochaines diapos. J'ai sauté les premières étapes, hein. On se rappelle que c'est une formation qui dure 8 heures, donc je vais directement, en considérant qu'il y a un portage local, qu'il y a une motivation, que vous êtes un peu formé, on allait voir ce qui se faisait à droite à gauche. Ce qu'on conseille, c'est de créer une association de préfiguration qui fait que ce n'est pas que la collectivité qui va porter le choix du développeur et par la suite le suivi du projet et son futur investissement, mais un panel d'acteurs du territoire. Étant entendu que, je pense, en toute légalité, une association aura beaucoup plus de latitude dans son fonctionnement qu'une collectivité, et au niveau des délais de toutes les étapes administratives d'un projet d'énergie renouvelable, pouvoir éviter d'attendre les 2 mois de délibération de chaque collectivité, étendant l'association de préfiguration à chaque étape, etc. À la fin, ça peut faire gagner plusieurs années. Donc une association de préfiguration, l'avantage, c'est que sur la consultation, on n'est pas sur un marché public, voilà, on peut avoir un certain nombre de choses simplifiées, mais surtout, on travaille dans l'association de préfiguration ou non de la future société locale qui investirait dans le projet. On travaille sur une gouvernance de territoire où c'est là qu'on va intégrer des collectivités, des entreprises, des agriculteurs, les syndicats d'énergie, etc. Et ça permet d'avoir un acteur clairement identifié pour travailler au partenariat avec un développeur, et ça permet également d'avoir un acteur identifié qui peut candidater des appels à projets, les chercher une subvention, etc., avec un représentant qui n'est pas forcément les représentants habituels des collectivités. Voilà, et des petits sujets sur les personnes morales qui vont être amenées à avoir des échanges de nature financière, évitez de les avoir parmi les administrateurs. Vous pouvez trouver des financements pour le fonctionnement de l'association assez facilement sur ce genre de projet aujourd'hui, pour vous aider à définir les objectifs, etc. Et l'association pourra se transformer en société locale participative, du coup coopérative, type SCIC ou SAS par la suite, pour investir dans le projet, pour porter pourquoi pas d'autres projets, donc avec tous ces acteurs représentatifs du territoire. Ou alors, elle pourra perdurer en tant qu'association et porter des actions de sensibilisation ou autres, et donc bénéficier, pourquoi pas, d'un fléchage d'une partie des retombées du projet, futur projet, vers elle, qui lui permet de dire, nous,
on était à l'origine de lancement de ce projet-là. Maintenant que le projet il fonctionne et qu'il rapporte de l'argent, on touche une contribution annuellement pour travailler sur la rénovation énergétique, la sensibilisation ou autre, quoi. Voilà, le cahier des charges, donc quelque chose d'assez important, vous avez dû en voir dans un certain nombre de domaines. Alors là encore, si on est sur une association qui consulte plutôt qu'une collectivité, ça laisse pas mal de souplesse là-dessus. Nous, sur le projet de Narbonne, on avait été assez évasif sur un certain nombre de points du cahier des charges parce qu'on voulait que le développeur fasse des efforts, réfléchisse, se pose des questions pour faire des propositions et qu'ils mettent pas juste les pieds sous la table en disant oui je veux, non je veux pas, quoi. Donc ça a permis d'avoir des offres assez différentes et de bien garder en tête que il faut plus voir le développeur dans un co-développement comme un partenaire plutôt que comme un prestataire. Donc voilà, c'est l'occasion de voir si le développeur est motivé dans la proposition qu'il va faire. En tout cas, le cahier des charges, on a un modèle anonymisé que vous pouvez réutiliser. Il faut susciter l'intérêt des développeurs, il faut rappeler le contexte territorial et les exigences pour que justement, qu'on se retrouve pas au bout de 6 mois de partenariat que le développeur dise non, mais moi je pensais que c'est moi qui décidais de tout. Non, c'est pas le cas, quoi. Voilà. C'est quand même important d'imposer certaines variables ou certains modes de projet, même si aujourd'hui, même si à un moment le format du projet ne sera pas complètement défini parce que le développement ne sera pas fait, mais vous pouvez imposer, je sais pas, sur du photovoltaïque, la technologie, la surface au sol, etc., pour voir à possibilités, à gisements comparables, qu'est-ce que peuvent proposer les développeurs. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez important, c'est de pouvoir avoir des offres comparables, parce que chacun fonctionne de sa propre manière, donc voilà, il y a des choses à fixer, et notamment les montants d'investissement, les taux d'emprunt bancaire, même si c'est pas complètement fixé. Et aujourd'hui, pour évoquer un début de réponse à la question qui m'était posée, de manière pertinente d'avoir un investissement 50-50 sur le territoire. Là, on parle de vrai co-développement, 50% développeurs, 50% territoire, qui ne soit pas que superficiel, parce que ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui, c'est du 2 tiers développeurs, 1 tiers territoire. Donc, quand je dis territoire, c'est collectivité, citoyen dans l'investissement. Donc, ça veut quand même dire que c'est un projet porté par un développeur qui il ouvre à l'investissement participatif, mais c'est pas un projet porté, on va dire, par le territoire. À 50-50, là, on est sur un équilibre qui est intéressant. Sachant qu'on peut avoir 50-50 sur l'investissement, mais pour pas que les décisions soient bloquées sur du 50-50 dans plein de cas, on met en place un comité de direction dans le pacte d'associés qu'on verra un peu plus tard, qui peut être de 5 personnes avec 3 représentants du territoire, 2 personnes du développeur. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous pourriez avoir 10% de l'investissement dans le projet, le développeur 90%, et à côté de ça, vous pourriez être majoritaire dans les décisions, parce qu'on l'a défini comme ça dans le pacte d'associés, quoi. Et l'avantage du pacte d'associés, c'est que vous pouvez définir des règles de fonctionnement complètement indépendantes des choses qui se font habituellement dans les statuts. Voilà, donc définir les attentes dans le cahier des charges en termes de prise en charge du risque de développement, du partage de l'investissement, du choix des sous-traitants, etc. Et dans certains cas, on a le cas, nous, dans les Pyrénées-Orientales, d'une coopérative d'intérêt collectif du coup citoyenne qui s'appelle Caténaire, qui est fortement sollicitée par beaucoup de développeurs qui sont en train de travailler sur place et qui aimeraient travailler en co-développement avec Caténaire pour avoir justement une meilleure intégration de territoire. Là, pour éviter de rentrer dans des semaines de négociations et autres, on a fait une charte de co-développement qui est nous, c'est comme ça, on veut travailler dans ces conditions-là. Si vous êtes d'accord, vous signez, on va plus loin. Si vous n'êtes pas d'accord, ça sert à rien de perdre du temps. Vous reviendrez vers nous quand vous aurez évolué. Et donc, je pense qu'on la voit sur la diapo d'après. Cette charte, voilà, c'est tout frais, tout nouveau. Ça commence à être diffusé un peu partout. Charte de co-développement de projet où on précise la gouvernance. On précise que l'idée, c'est pas de mettre des bâtons dans les roues du développeur, mais d'être dans une logique constructive. Maximiser l'investissement participatif, le pourcentage de gouvernance peut être différent du pourcentage d'investissement, etc. Ces choses-là, ça peut permettre de dire, s'accorder sur la notion de projet de territoire ou projet citoyen d'énergie, sachant que jusqu'il y a quelques temps, on faisait la différence entre projet citoyen, c'est donc majoritairement décidé par le territoire dans toutes les étapes du projet. Projet participatif, c'est juste du financement participatif qui est proposé au territoire et donc qui suivent un peu le développeur, quoi. Donc aujourd'hui, on essaie de trouver un équilibre
où on parle du coup d'investissement participatif, donc c'est une manière de s'investir et donc de ne pas être juste en financement, mais d'être plus au capital et donc prendre des décisions. Et puis si on pousse l'investissement participatif, ça devient citoyen, où le territoire devient majoritaire, quoi. Après, c'est pas donnez vos chapitres au territoire sur tous les sujets, c'est pas pertinent parce que voilà, c'est bien dire le développeur, toi tu es meilleur pour choisir tout ça, nous on est meilleur pour choisir tout ça, notamment s'assurer que l'affectation des retombées économiques, s'assurer que, je sais pas, certains choix stratégiques, notamment sur le nombre d'éoliennes, la taille des éoliennes, etc., bah, il peut y avoir le mot à dire du territoire qui soit assez important, quoi. Voilà, donc le cahier des charges est réalisé. Donc la charte c'est à part, on va dire la charte c'est au fil de l'eau, c'est-à-dire que les gens qui vous sollicitent, vous pouvez leur dire regardez on a une charte, si vous êtes d'accord vous signez, puis on y travaille. Quand il y a des développeurs déjà identifiés, là le cahier des charges et la consultation, c'est quand vous partez d'un site plutôt vierge, en disant, ou alors avec des sollicitations de développeurs, mais vous n'êtes engagé avec aucun, et donc vous dites attendez, on va comparer toutes les offres, on va ouvrir tout ça, et donc on fait le cahier des charges, on lance une consultation. Donc il y a des développeurs qui peuvent être intéressés, qui peuvent correspondre, et par rapport à la question de tout à l'heure, effectivement, ça vous pouvez vous renseigner assez facilement sur ceux qui sont plutôt favorables à le faire, et puis ceux qui l'ont jamais fait, qui n'ont jamais rien construit, bah, il y aura peut-être quelques questions à se poser sur la pertinence de les choisir. Voilà, sachant que nous, bah, les plus gros, l'idée c'est de choisir un développeur photovoltaïque pour donc un projet de centrale au sol et pour candidater à l'appel d'offres de la Creux. Ceux qui ont candidaté, les 5 candidatures qu'il y a eu, c'était les 5 plus gros lauréats de l'appel d'offres de la Creux des dernières années, donc il n'y a pas de souci quoi, pour en trouver des bons, on va dire. Et tous ont fait des efforts. Un certain nombre de personnes d'associations qu'on accompagnait n'y croyaient pas en fait, hein, qu'ils allaient pouvoir se plier aux exigences, mais ils l'ont tous fait, ils sont même allés très loin dans ce qui était proposé. Et voilà, donc on en a choisi un, Valorem. Mais ceux qu'on n'a pas choisis, moi j'ai pris le temps de les rappeler pour leur dire vous avez fait l'effort de faire une belle offre, il faut que vous restiez mobilisés sur ce type de projet-là, on va essayer de travailler sur d'autres projets. Ça leur a, on va dire, mis l'eau à la bouche pour ce genre de projet, et je pense que voilà, en tout cas les développeurs aujourd'hui sont de plus en plus favorables. Parce que de toute façon, c'est le nouveau modèle de production énergétique qui se met en place. Et si eux ne le sont pas, notamment sur une mise en concurrence, si je sais pas, un en particulier n'est pas favorable, il sait que les autres le feront, donc ils sont obligés de jouer le jeu parce que voilà. Et de manière générale, pour un développeur, entre faire un projet, galérer à le faire sortir, être investisseur à 100%, mettre 10 ans à le faire sortir, ou faire 3 projets en étant investisseur à 50% et les sortir en 8 ans, il n'y a pas photo, quoi. Donc ce partage des projets, quitte effectivement oui à moins investir à la fin, mais à faire plus de projets ou avoir une meilleure intégration des projets, le calcul il doit être très vite fait pour les développeurs, sachant que bah, des fois ils développent tout simplement des petits projets qui ont la taille du gros projet divisé par 2 que vous leur proposez, donc, et pour les mêmes coûts d'études. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Le fait qu'ils payent les études et qu'ils partagent l'investissement à la fin, ça leur a jamais posé problème de payer ce montant d'études-là pour un projet plus petit à la fin, parce que peu importe la taille du projet éolien, en gros, vous aurez à peu près le même montant d'études. Guillaume, il reste un peu plus d'une vingtaine de minutes. Là, j'ai 2 remarques, questions à te transmettre. Une remarque de Jean Maillet. Donc, un club de citoyens peut-il faire un projet sans le concours de la collectivité, commune ou EPCI? Ça, c'est la première question. Et l'autre question, est-ce que tu as des infos, parce que tu parles beaucoup d'éolien et de photovoltaïque, est-ce que tu as des infos sur le co-développement en matière de méthanisation? D'accord. Bon, alors sur les citoyens sans collectivité, oui, c'est tout à fait possible aujourd'hui. Ça s'est d'ailleurs fait, je pense, notamment en Bretagne, ça a commencé comme ça. Aujourd'hui, faire sortir des projets de ce type-là sans à minima le soutien des collectivités, c'est compliqué, on va dire. Mais oui, il y a des projets. Moi, j'ai des projets, là, encore même dans l'Aude, où bah, la collectivité est trop frileuse, donc les citoyens, ils y vont. Et honnêtement, c'est un peu trash, mais la collectivité volera au secours de la victoire quand le projet va sortir. Donc oui, c'est possible, c'est dommage, mais ça peut se faire effectivement qu'avec des citoyens. Et ça sera toujours bien mieux qu'un développeur tout seul. Donc il peut y avoir citoyens et développeurs, mais souvent, c'est les citoyens. Nous, on voit beaucoup de sociétaires Enercop qui font le lien.
qui connaissent ce type de projet un peu alternatif. Leur collectivité ne connaît pas ça forcément. Ils voient qu'il y a un projet en développement, le citoyen sociétaire NRCOP voit qu'il y a un citoyen en développement, ils nous contactent, nous NRCOP, on leur dit oui, on peut faire autre chose. Et là, on les accompagne pour aller rencontrer la collectivité, pour leur expliquer qu'on peut faire des projets en co-développement, qu'on peut aller plus loin, que ce sera vachement bien pour la commune, etc. Sur la méthanisation, c'est tout à fait possible. Je ne suis pas du tout spécialiste sur la méthanisation, mais c'est tout à fait possible, absolument. Il faut trouver un partenaire. Peut-être les partenaires, ils sont moins sensibilisés parce que les développeurs méta, c'est pas forcément les mêmes que les développeurs éoliens photovoltaïques. Mais ouais, c'est tout à fait possible de fonctionner de cette manière-là. Mais je pense, hein, franchement, que c'est l'évolution. Enfin, on voit aujourd'hui que tous les développeurs maintenant mettent un minimum du financement participatif dans leur projet. Peu importe le type d'énergie, ça permet de gagner des points supplémentaires aux appels d'offres de la Creux notamment. Donc il y a 10 ans, ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, ils proposent 40% de financement participatif pour avoir la prime à l'appel d'offres de la Creux. Donc c'est une évolution tout à fait logique. La Creux commence à dire on va mettre des bonus si c'est du financement juste ou si c'est des participations aux décisions, donc de l'investissement participatif, ça sera une meilleure bonification. Donc qu'ils le veuillent ou non, on va dire, les développeurs ils y vont, et ceux qui ne veulent pas le faire aujourd'hui, ils n'ont rien compris, parce qu'en fait ils vont prendre du retard par rapport aux autres, quoi. Voilà, je continue un peu. Voilà, donc on récapitule, cahier des charges, vous mettez en concurrence, vous recevez des offres. S'il n'y a pas d'offres, c'est que vous n'avez pas de potentiel d'énergie renouvelable, manifestement, que vous n'avez pas envoyé aux bonnes personnes. On avait réalisé une grille d'analyse multicritères pour comparer ces offres-là, qui est assez, peut mettre des pondérations suivant le sujet, etc. Au début, on disait il faut par exemple pas que l'objectif principal du développeur, ça soit la rentabilité, parce que du coup, il va essayer de faire le projet à la va-vite pour qu'il soit le plus rentable possible, les plus grandes éoliennes, etc. Puis en fait, après, on s'est dit, non, en fait, s'il peut proposer un projet très rentable, mais que c'est pour le territoire, c'est très bien. Donc la grille d'analyse, c'est une aide à la décision, mais c'est pas un passe-partout pour choisir le développeur, et ça permet de s'assurer qu'il n'y a pas de zone d'ombre, en tout cas sur les candidatures, et puis éventuellement de demander des clarifications sur ces zones d'ombre lors d'entretiens à l'oral, quoi. Donc l'entretien à l'oral, c'est très intéressant, ça permet de sentir le feeling avec le développeur, de compléter l'analyse, et puis nous, la manière dont on l'avait mis en place, on voulait que tout ce qui pouvait être dit ou nouvelles propositions formulées par le développeur lors de l'entretien, ce soit considéré comme un engagement, qu'il ne puisse pas revenir dessus quelques années plus tard. Donc j'avais proposé qu'on enregistre les entretiens pour qu'on ne puisse pas nous dire 3 ans plus tard ah non, je ne l'avais pas dit. En fait, si, regardez, vous l'avez dit. Bon, pour la petite histoire, l'enregistrement n'a pas marché, mais moi, ça faisait écho à des discussions que j'ai vues à la Compagnie du Vent, 5 ans après le choix par la communauté de communes du Pays de Romandot, la Compagnie du Vent. Il y avait des sujets, il y a eu un clash où on a failli, tout a failli se casser la figure sur le partenariat, parce qu'il y avait entre l'élu et mon directeur à la Compagnie du Vent à l'époque, une différence d'interprétation de ce qui s'était dit, ou de mémorisation de ce qui s'était dit lors d'un entretien qui avait permis à la Compagnie du Vent d'être sélectionnée sur le portage du risque notamment. Donc c'est important que tout ce qui est annoncé soit minimum enregistré et puisse être formalisé après assez vite, quoi. C'est très important d'avoir un bon feeling avec le chef de projet. On a vu Urba Solar arriver à Narbonne avec tous les 3 en costard, tous les chefs possibles, etc. Paradoxalement, d'être bien habillé, d'être trop bien habillé, pas forcément ça qui fait marquer des points sur un projet de territoire. Ça faisait un peu requin. Et donc là, notamment sur l'entretien, s'il y a bien un moment où un assistant à maîtrise d'ouvrage peut être pertinent, c'est à ce moment-là, parce qu'il va y avoir des discussions, on va pouvoir challenger le développeur sur certaines formulations, certains points précis, et voilà, il ne pourra pas nous embrouiller. Après, hein, je remets les choses à leur place sur les développeurs, ce n'est pas des gens qui veulent tous arnaquer les territoires, etc. C'est des gens qui sont à la base, je pense, pour beaucoup sensibiliser ces sujets-là. Donc l'idée, c'est juste de trouver un équilibre gagnant-gagnant, comme on dit, entre le territoire et le développeur. Donc après, on contractualise le partenariat, donc ça va dépendre des enjeux de timing du projet. S'il faut très vite déposer, pour une raison ou pour une autre, la demande de permis de construire, d'autorisation ICPE, pour pouvoir candidater à l'appel d'offres de la Creux, il faudra peut-être très vite créer la société de projet qui rassemblera le développeur et le territoire. Si on est très en amont, il peut y avoir juste une convention de partenariat ou de co-développement qui se met en place, qui dit toi tu feras ça, nous on fera ça, ça sera valorisé de telle manière, à telle issue.
tu prends ce risque, etc. Enfin voilà, il peut y avoir des grands principes. C'est un peu le principe de la charte de co-développement, mais de rentrer un peu plus dans la spécificité d'un projet. Donc, cette convention, cette charte, sera remplacée par les statuts et souvent le pacte d'associés d'une société de projet. Donc, on dit souvent SPV pour société de projet, qui est le mot anglais, un Special Purpose Vehicle. Voilà, c'est une société spécifiquement créée pour le projet, dans lequel on verra par la suite le territoire viendra investir aux côtés du développeur. L'intérêt étant que pour le développeur, il y a un interlocuteur en face aussi, rassemblé dans une société locale qui vient investir dans la société de projet. Il y a un petit schéma après pour mieux comprendre. Voilà, donc quand on organise ce partenariat, donc via au début convention ou par la suite statut et pacte, en parallèle, il y a comment on avance sur le projet. Qu'est-ce que ça veut dire s'impliquer sur le développement? Ça peut être faire une réunion ponctuellement de suivi des études, aussi bien technique sur le raccordement, sur le gisement, que sur des aspects plutôt faune-flore. Des aspects de concertation, etc. Je sais qu'en pays de Romans, on avait dans le comité de pilotage, on avait des opposants à l'éolien, par exemple, donc pour être complètement transparent sur l'avancée, les décisions qui étaient prises, etc. Ça peut être intéressant d'avoir des représentants de l'association ou donc de la société nouvellement créée, le développeur, donc, pourquoi pas des associations locales de protection de l'environnement ou autres, les services de l'État, pour qu'à la fin, quand vous allez leur faire votre demande, ils soient préparés et ils soient rendus compte de toute la concertation que vous avez pu faire et qu'ils aient fait remonter leurs avis avant que ça soit pour un refus de permis de construire, mais plutôt pendant la conception. Donc ça, c'est des choses qui se font de manière générale, même si les projets ne sont pas participatifs, mais ça peut être pertinent. Et voilà, annexé au pacte d'associés, on a plein de contrats en fait, ce qui permet d'éviter de trop parasiter le pacte qui est déjà quelque chose d'assez chargé. Donc contrat de développement, donc on va dire qu'il y a une société qui s'est créée avec le développeur et donc une société locale participative qui est issue de l'association de préfiguration. Et ben en fait, il va y avoir des contrats entre cette société locale participative et la société de projet et le développeur et la société de projet. Genre, je t'ai aidé à avancer sur le développement, tu me dois tant, je vais te faire la prestation de maintenance, tu vas me devoir tant, etc. Ça sera plus parlant après sur certains documents. Voilà un exemple, hein. Donc là, on a une société de projet qui s'appelle Soleil Participatif du Narbonnais, qui a évolué en SAS depuis, où on a Valorem qui aura 50% de l'investissement. Finalement, il y a un partage en 2 ou 3 après l'investissement du territoire où les collectivités souhaitent investir en direct via leur SEM. Et il y a une société locale participative, on va dire, Énergie Participative du Narbonnais, c'est bon, ça fait disparaître, et qui s'est créée pour porter l'investissement des citoyens. Donc en gros, on a 3 actionnaires, au lieu d'en avoir 450, en considérant qu'il y aurait 450 citoyens qui veulent investir. Donc l'avantage, c'est que ça permet de vraiment fédérer dans une structure qui doit parler d'une seule voix. Et que ce soit pour les SEM des collectivités ou la SAS locale qui s'est créée, là, ils sont co-actionnaires d'une société de projet liée à un projet spécifique. Mais rien n'empêche d'aller être co-actionnaire sur d'autres projets avec d'autres partenaires qui ne seraient pas Valorem, ou de porter en propre des projets peut-être plus petits, ou en tout cas qui pourraient être développés parce qu'on a eu des retombées économiques liées à ce premier projet-là. Les centrales villageoises, par exemple, si vous connaissez, c'est ce genre de société, SAS locale, EPN, voilà, qui va porter en propre à 100%, sans avoir besoin de développeurs, plein de projets de toiture, parce que le risque est assez faible, les montants d'investissement sont tout à fait accessibles. Mais ponctuellement, une fois qu'on a créé cet outil territorial d'investissement, de mobilisation sur l'énergie, qui peut rassembler en général aussi des collectivités, et pourquoi pas aller se frotter à des plus gros projets, donc méthanisation, éolien, photovoltaïque ou autre, quoi. Donc on voit que c'est dans cette société de projet, on va dire, que va se définir le lien entre le territoire et le développeur, avec les statuts et le pacte d'actionnaires ou pacte d'associés. Par contre, le lien entre les acteurs territoriaux, il se fait plus soit dans une société globale, soit effectivement de manière indépendante, quoi. Mais voilà, et donc dans le pacte, on peut mettre un certain nombre de choses qui peuvent permettre de moduler la gouvernance. On appelle ça un montage à double étage, nous, parce qu'en fait, il y a un investisseur citoyen, il va investir dans la société locale, premier étage, qui investira dans la société de projet. Guillaume, d'ailleurs, à propos de gouvernance, voilà. que Valorem, dans cet exemple, est 50 pile et pas 50,1,
C'est une question d'Arnaud Brunel. Est-ce que ça change quelque chose? Bah, en fait, en réalité, non. Enfin, en réalité, ça doit pas changer grand-chose. Mais Valorem, ils ont été choisis à 50-50. Et puis, ils nous ont sorti, 1 ou 2 ans après, en fait, on va faire 51 pour Valorem et 49 pour le territoire. Enfin, bon, pourquoi ils font non? Mais c'est pour niveau banque, comme ça on est sponsor. Si jamais il y a des problèmes, c'est nous qui sommes responsables, etc. Ou peut-être ça simplifie, mais en fait c'est pas du tout indispensable. On en a reparlé avec énergie partagée, etc. Du 50-50, ça marche très bien. Valorem pour être à 49, ça marcherait très bien aussi. C'est-à-dire qu'après tout dépend des discussions que vous allez avoir avec les banques, hein. C'est souvent le grand argument sorti à chaque fois. Oui, mais la banque va pas être d'accord. Si la banque elle est d'accord, elle suit. Les banques, on les met presque en concurrence aussi sur ce genre de projet, où elles bavent devant des projets participatifs et particulièrement innovants du point de vue social. Donc aujourd'hui, c'est du 50-50, c'est tout à fait possible. Dans certains cas, en fait, la Valorem, ça les intéressait de monter un peu plus de 50 pour pouvoir consolider eux dans leur production, de dire c'est nous, c'est notre production, finalement, on a plus de 51. Mais de la même manière, le territoire pourra avoir intérêt à dire on bascule. Mais en tout cas, au niveau gouvernance, il peut y avoir 50-50 ou 49% ou pardon, 51% Valorem, 49% le territoire. Donc en Valorem, plus d'investissement, le territoire, moins d'investissement. On peut avoir cette répartition-là du capital, mais une gouvernance qui soit majoritaire pour le territoire. Parce que dans le comité de direction du pacte d'associés, par exemple, on va dire, nous, ce qu'on avait, c'était toutes les décisions d'investissement inférieures à 100 000 euros sont décidées à la majorité simple du comité de direction. Comité de direction, 5 personnes, dont 2 pour Valorem et 3 du territoire. Donc ça veut dire que en dessous de 100 000 euros, à partir du moment où le territoire souhaite faire quelque chose, c'est lui qui décide tout seul, parce que majorité simple. Et au-dessus de 100 000 euros, c'est que c'était, je crois, majorité des 2 tiers. Donc en fait, effectivement, au-dessus de 100 000 euros, là, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait au moins une personne de Valorem, des 2 représentants qui soient d'accord, qui suivent. Donc, on peut vraiment, et c'est un peu triste à dire, mais les statuts pour ce genre de projet, ils sont un peu bateaux. Faut juste pas qu'ils contredisent le pacte d'associés, parce qu'en fait, dans le pacte, on peut définir, en gros, on peut dire on suit les statuts, sauf dans tous ces cas-là. Et en fait, ces cas, ils peuvent être très très nombreux. C'est bien parce qu'on non, on va finir en avance, mais je pense qu'il y aura des petites questions. Je vous ai mis un petit récapitulatif. Alors, je comprends que ça puisse paraître un peu du chinois parce que c'est dans un temps assez court, mais moi je trouve ça très important de vous mettre sur la table les enjeux, les terminologies, et peut-être là où vous pouvez trouver les informations complémentaires, que vous ayez une vision globale de la démarche. Mais voilà, je vous encourage vivement à faire une journée plus longue de formation. Le récapitulatif, en fait, ce que j'ai rajouté lors de la formation CNFPT, c'était un peu quel outil pour quels enjeux. Donc les enjeux, moi je les ai mis de manière assez personnelle, mais projet de territoire, partage de la gouvernance des bénéfices, quelles doivent être les priorités du projet, qui porte le risque, comment est valorisée l'ingénierie politique, comment on communique, la place des citoyens, choix des sous-traitants, gestion d'exploitation. Il y a beaucoup en fait de points sur lesquels vous pouvez bonifier un projet. Ne serait-ce que choisir des entreprises locales, ne serait-ce que mieux communiquer sur le projet, etc. Ne serait-ce que dans les bénéfices du projet, vous pouvez en avoir plus, mais vous pouvez aussi dire le bénéfice, il va flécher des sommes, peut-être avant même redistribution des dividendes aux actionnaires dont vous feriez partie, il peut flécher des sommes vers des actions locales, de rénovation, de sensibilisation. Donc en fait, on essaie de mettre en face dans quels outils on intégrait ces enjeux-là. Donc c'est assez disparate entre des outils vraiment, des documents, quoi, des statuts, une charte, un cahier des charges, une grille, une convention, ou un comité de pilotage, où est-ce qu'on discute de quoi, un comité d'exploitation, des contrats, etc. Et donc sur la dernière page, on revoit le schéma du début et on voit un petit peu sur chaque étape quels enjeux interviennent et quels outils peuvent vous permettre de traiter ces enjeux-là. Étant entendu qu'on est beaucoup sur des cas particuliers, mais voilà, les enjeux statut pacte d'associés, vous l'aurez dans tous les cas, convention de co-développement, peut-être pas si jamais le projet est très avancé. Et là encore, on est sur du projet,
on parle d'un site vierge, mais à partir du moment, enfin là aujourd'hui, nous on est beaucoup sollicité en région Occitanie sur des projets où il y a des développeurs qui sont déjà là, ou voilà, et en fait en fonction des cas, du pouvoir de contrôle de la collectivité ou pas, on voit comment on va discuter, négocier avec le développeur, et après c'est lui donner envie d'aller sur ce sujet-là sans le forcer de toute façon. Et presque les faire monter en compétence sur ces sujets. Hein. Nous, les développeurs nous ont dit merci parce qu'en fait, on apprend ça, on ne savait pas que c'était possible. Donc c'est très bien et on fera peut-être plus de projets parce que au lieu d'être en lien avec des opposants éoliens, on sera en lien avec des gens qui veulent porter un projet. Donc j'ai fini moi pour le sprint présentation. Emmanuel m'avait dit que ce serait peut-être un peu long. Bon, je suis resté sur ce format-là parce qu'on l'avait déjà testé. Voilà, je reste ouvert à d'autres projets, d'autres questions, pardon. Alors, déjà, merci beaucoup, Guillaume. Oui, j'invite les participants à poser leurs questions maintenant, hein, s'ils en ont. Sinon, alors, j'enlève ton support, Guillaume, pour en partager un autre qui est juste le prochain webinaire. Vous savez que sur la communauté, la e-communauté transition énergétique, on essaye d'avoir un rendez-vous mensuel. Alors pour le coup, à cause des vacances de février, le prochain rendez-vous, ce sera le 13 mars. Mais avec quelqu'un que tu connais bien, je pense, Guillaume, qui est Noémie Poise, qui a été à l'origine du développement d'un modèle qui fonctionne vraiment très bien, qui s'appelle les centrales villageoises, hein, qui est une sorte de kit clé en main, un peu un meuble Ikea du PV en toiture, et qui viendra justement expliquer comment les collectivités peuvent pousser ce modèle et y prendre toute leur place. Ce sera très intéressant. Alors, je vois donc des remerciements à l'adresse de Guillaume, bien sûr, merci beaucoup, je crois que je te l'ai déjà dit. Juste toute petite parenthèse, parce qu'il y a peut-être des questions. Julien, ouais, je sais pas si mini parenthèse, juste pour faire le lien avec les centrales villageoises, justement, Noémie Poise, on est bien d'accord, justement, c'est les deux démarches qui se croisent, où bah, c'est très intéressant, ce modèle clé en main de création de sociétés locales pour faire des centrales villageoises. C'est ces sociétés-là, un peu dont je parlais, qui peuvent venir co-développer finalement avec un développeur plus classique. Donc on en avait beaucoup parlé avec Noémie, où en fait on avait des approches qui se rejoignaient et dans les prochaines années, pour moi, on sera vraiment sur des sociétés sur chaque territoire, regroupant des citoyens, des collectivités, des entreprises, qui portent en propre des projets et qui vivent en partenariat sur des plus gros projets et qui, alors là je vais encore plus loin, deviendront fournisseurs d'énergie. C'est-à-dire que nous proposons, on envisage vraiment qu'Enercop puisse être le responsable d'équilibre, finalement, l'outil pour que ces structures-là soient fournisseurs d'électricité, c'est-à-dire vous investissez chez KTENR des parts et vous consommez l'électricité de KTENR. Et tout ça dans un périmètre d'équilibrage production-consommation nationale, voire européen, construit par Enercop, ses partenaires européens, etc. Circuit court. Alors, il reste 2 minutes là, et on a Claire et Johan qui posent une question encore sur ton sujet, donc ça tombe bien parce que ça va nous permettre de finir pile à 13h30. Donc bonjour, auriez-vous des conseils, remarques particulières pour faire intervenir un développeur suite à l'obtention des autorisations pour constituer les fonds propres dans le cas d'un projet de méthanisation? C'est la méta qui revient encore. Bah, si vous avez si les autorisations ont déjà été obtenues, alors ce que j'imagine donc par le développeur plutôt, ça va un peu dépendre de sa bonne volonté, parce que finalement il pourrait se dire je vais jusqu'au bout tout seul, mais je pense qu'il peut avoir un intérêt particulier lui à s'intégrer sur ce genre de projet. Et vous disiez bah voilà, nos territoires, on aimerait qu'il puisse y avoir un investissement partagé par le développeur et le territoire sur ce projet-là, lui montrer que ça s'est déjà fait ailleurs, donc peut-être via énergie partagée, le CNFPT ou autre, et que le développeur se rende compte que pour lui c'est dans un intérêt, même s'il le fait de manière un peu symbolique, ouvrir à 10%, quelque chose comme ça, d'avoir une meilleure intégration. Finalement, s'il garde la majorité de l'investissement, mais il a un bénéfice communication, sympathie, etc. Très grand, bah, peut-être qu'il y gagnera plus qu'en gardant la totalité de l'investissement. Ah. S'il y a de la négociation... Il y a Claire et Johan. Excuse-moi, il y a Claire et Johan qui précisent que les autorisations ont été obtenues par la collectivité. D'accord.
Et ben là, j'ai envie de vous dire que soit vous avez vraiment besoin du développeur pour la construction ou autre, et dans ce cas-là, vous faites une mise en concurrence, le même principe, sauf que le cahier des charges va être différent, et vous choisissez le développeur qui vous correspond le mieux pour finaliser et investir, soit vous faites tout seul, et vous prenez juste vous le faites pas rentrer au capital, vous prenez un acteur qui va vous faire la construction, qui va vous faire la totale, on va dire, de ce que vous souhaitez pour aller jusqu'au bout, mais vous restez seul maître d'ouvrage, quoi. Soit vous partagez la maîtrise d'ouvrage, soit vous la gardez. Alors, on déborde. Ouais. Voilà. On déborde un tout petit peu, mais on va placer deux petites questions très rapidement. Donc, André qui dit que les collectivités interviennent de plus en plus via des SEM. Quels sont les points de vigilance à avoir sur cette partie amont vis-à-vis des SEM? Alors, pour les EPCI ou les communes? En fait, les SEM, soit la SEM existe, et dans ce cas-là, une SEM, c'est 50 à 85% détenue par la collectivité, dans ce qui reste, donc les 25 à 50%, pourquoi pas faire intervenir, faire rentrer les citoyens dans la SEM, et que ça soit l'outil territorial, parce que ce qui est compliqué, c'est de créer une SEM, si elle existe déjà, ça peut être intéressant de la capitaliser avec des citoyens. Dans ce cas-là, la SEM soit l'outil local et unique de portage de ces projets-là. Si la SEM le souhaite pas, la sensibilité, ce qu'il faut faire attention avec la SEM, nous on l'a vu sur Narbonne, c'est que le cadrage du fonctionnement d'une SEM est très strict, et donc il y a des enjeux de timing, il y a qui est au capital de la SEM, des fois ça va élargir un peu les acteurs, etc. Voilà, ça nécessite d'avoir un fonctionnement peut-être un peu plus carré, mais ce qui est pas plus mal quand vous intégrez une SEM dans ce projet-là, quoi. Mais au moins la représentation des collectivités dans la SEM, elle est aujourd'hui beaucoup plus organisée que dans les SAS, où finalement la loi l'autorise depuis 4 ans à peu près, que les collectivités rentrent dans les SAS, mais on n'a pas la responsabilité des personnes physiques, des collectivités en tant que personnes morales, etc. Beaucoup de choses qui n'ont pas été définies, qui sont un peu dans un flou, quoi. Donc la SEM, c'est plutôt un point fort s'il existe. Une dernière question de Nicolas. Ouais. Nicolas qui dit qui demande si je suppose que à co-développer, est-ce que le risque n'est-il pas de perdre le lien avec les citoyens? Avant de répondre très vite, on déborde déjà de 2 minutes. En fait, à l'origine, donc là, on dit co-développement, sachant que le modèle avant, c'était le développeur tout seul. Donc, il y a 0 lien avec les citoyens, où le seul lien, c'est les anti au projet, parce qu'ils sont pas du tout impliqués dans le projet. Donc, faire du co-développement, c'est déjà ouvrir la porte sur ces très grands projets à des citoyens, alors qu'avant, il n'y était pas. Et après, sur des plus petits projets, rien n'empêche de faire juste collectivité citoyen, sans avoir de développeur. Donc là, le lien est très très fort, quoi. Mais c'est plutôt créer du lien qui n'existait pas, en fait, le co-développement. Du coup, ça me paraît être une super conclusion, c'est créer du lien, faire du co-développement. Donc, pas mal pour finir. Donc, merci beaucoup encore une fois à toi, à tous les participants, et rendez-vous au 13 mars. Merci. Au revoir, bonne journée.